Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de l'or. Donc on va commencer par l'histoire de l'or un petit peu, ensuite on va comprendre pourquoi les monnaies ont été adossées sur le cours de l'or. Après nous parlerons des BRICS parce que c'est un peu le thème actuel de cette année 2025-2026 qui fait qu'il y a un impact significatif sur le cours de l'or. Et enfin, pour ceux que ça intéresse, on parlera des différentes façons d'investir dans l'or. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo et on va faire un petit rappel pour cette année 2025 parce que l'or a augmenté significativement. Environ 50% de hausse en 2025. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste exceptionnel. Ça fait plusieurs décennies que l'or n'avait pas augmenté autant en une année. Ça a été porté par des tensions géopolitiques et une demande de refuge ainsi qu'une monnaie américaine un peu plus faible. C'était un petit rappel. Donc, déjà, on va comprendre d'où vient l'or. Comment a été créé l'or, comment ça fonctionne l'or. Tout simplement, l'origine de l'or. Les astrophysiciens s'accordent pour dire que l'origine de l'or terrestre est cosmique. En effet, les réserves d'or mondiales ont été synthétisées par des générations successives d'étoiles depuis plus de 4 milliards d'années. L'or ainsi synthétisé a été concentré dans la croûte terrestre, ce qui implique que la production aurifère passe nécessairement l'exploration minière. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, en gros on parle d'étoiles, donc c'est pour ça que c'est une denrée extrêmement rare, parce qu'elle a été procréée en 4 milliards d'années, donc c'est pas quelque chose qu'on peut trouver du jour au lendemain. Alors, quand l'homme a-t-il découvert l'or ? L'or a été découverte par l'homme à l'ère du Chaolytique. C'est vers la fin de la préhistoire. Le plus vieux objet en or trouvé à ce jour est daté d'au moins 5000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, les applications humaines de l'or, peu nombreuses du fait de la difficulté technique de le travailler. Ça correspond principalement à l'apparat et au culte religieux. Donc l'or était ainsi travaillé en vue de former par exemple des amulettes en or ou des sceptres ou des masques mortuaires si on va dans l'Égypte antique. Mais que symbolise l'or ? L'or, c'est un métal dont la symbolique est historiquement très riche. L'or symbolise deux grandes idées. Donc on a la lumière et la perfection d'une part, la richesse spirituelle et le divin d'autre part. L'or est à appréhender selon les déterminismes culturels. Dans l'Empire chinois par exemple, l'or a symbolisé avant tout le soleil. La lumière et la perfection chez les Grecs, l'or représentait la lumière mais aussi la chaleur et la fertilité chez les Égyptiens. L'or manifestait le pharaon, etc. Mais que symbolise l'or ? L'or, c'est d'abord un métal dont le symbole est historiquement très riche. Par exemple, l'or symbolise deux grandes idées. La première, c'est la lumière et la perfection, et la seconde, c'est la richesse spirituelle et le divin. L'or est à appréhender selon les déterminismes culturels. Dans l'Empire chinois, l'or symbolise le soleil, la lumière et la perfection. Chez les Grecs, ça représente la lumière, mais aussi la chaleur et la fertilité. Et chez les Égyptiens, l'or, ça magnifiait le pharaon, etc. L'un symbolique de l'or demeure encore aujourd'hui très important. Il est notamment utilisé dans les sports modernes pour représenter les récompenses suprêmes. Par exemple, aux Jeux Olympiques, la médaille d'or est en or. Et célébrer la performance sportive. L'or est aussi le symbole le plus fort de la richesse matérielle. Quand a-t-on attribué le rôle de la monnaie à l'or ? Donc c'est vraiment ce qui va nous intéresser pour vraiment comprendre ensuite les BRICS. La première pièce d'or à avoir été frappée est datée du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais la vraie première émission de pièces d'or de masse, il s'agissait plus précisément d'électrum, un mélange naturel d'or et d'argent, s'est déroulée dans le règne de Croesus, plus communément connu sous le nom de Crésus, roi de Lydie, aujourd'hui la terre de Turquie. C'était entre 560 et 547 avant Jésus-Christ, et ces pièces se sont progressivement répandues en dehors du palais afin de servir les transactions particulières et ont permis le développement foudroyant du commerce de détail. La monnaie or est par la suite répandue en Perse, en Grèce centrale, puis à l'ensemble du monde entier. À compter de cette date, l'or a été continuellement utilisé comme monnaie en Occident jusqu'à la date de 1973, où l'or fut démonétisé et la monnaie dématérialisée, dans le cadre de la réforme du SMI. Mais c'est quoi le SMI ? C'est le système monétaire international, qui a été voulu par les Américains. Et c'est là que tout rentre en jeu. C'est là, en fait, où l'or va être indexé sur les monnaies. L'indexation, ou plutôt la convertibilité des monnaies en or, n'est plus officiellement en vigueur. En effet, pendant longtemps, jusqu'en 1976, le dollar et quelques autres monnaies principales, notamment la livre sterling, ont été convertibles en or. Ainsi, tous les particuliers pouvaient échanger en devises convertibles contre l'équivalent en or. Cependant, la génération du valeur en or au crédit par les entreprises et les particuliers afin de soutenir le développement économique foudroyant de la guerre, afin de progressif des États occidentaux
contraint les banques à émettre des quantités progressives des États plus importantes, a contraint les banques à émettre des quantités toujours plus importantes qu'un décrochage ne pouvait être évité. Le décalage pour éviter une crise généralisée en cas de telle couverture de décrochage ne pouvait être évité. Par lors, il a été décidé de suspendre pour éviter convertibilité de la monnaie en or. Le dollar US jusqu'en 1976 à référence dernière remplace l'or. Il a été décidé de suspendre donc là en gros avant on avait la monnaie en monnaie qui était indexée sur le dollar US jusqu'en 1976 afin que cette dernière remplace l'or. C'est pour ça qu'en fait on appelle ça les planches à billets. Les entreprises donc là en gros les États sont tellement endettés une monnaie qui était indexée sur l'or aux intérêts qu'ils doivent rembourser, ils impriment des billets en quantité ce qui fait alors leur monnaie n'est plus dévalue. C'est pour ça qu'en fait on appelle ça quelque chose que vous devez sans doute connaître mais qui est pas les entreprises enfin les États sont tellement endettés les BRICS. Mais c'est quoi les BRICS? C'est un gros intérêt qu'ils doivent rembourser. Ils impriment des billets en quantité au sommet annuel, donc que leur monnaie dévalue. La Russie, l'Inde, et là rentre en jeu l'Afrique du Sud, quelque chose que vous devez sans doute connaître, les Émirats Arabes Unis, encore l'Indonésie et l'Éthiopie. Médias, quant à présent, c'est les BRICS, c'est de rivaliser. Mais c'est quoi les BRICS? Le groupe des 7. Donc on appelle ça le G7. Alors d'aujourd'hui de 10 pays. Initialement, le terme BRICS est un acronyme annuel. 4 pays se regroupent à partir de 2009. C'est un peu comme nous avec l'Afrique du Sud. C'est en gros c'est les pays membres qui créent les Émirats Arabes Unis. Donc on a le Brésil et l'Éthiopie, l'Inde et la Chine. Le terme BRICS a été forgé en 2001 par Jim rivaliser un économiste de Goldman Sachs. Des 7. En 2000, on appelle ça l'adhésion de l'Afrique du Sud. Donne l'acronyme BRICS avec un S parce qu'avant c'était BRICS. Initialement, le terme BRICS à partir de 2011, un acronyme on a dit désigner. Et là, vous allez me dire, mais c'est tout récent. 2009. 2020, un peu comme on a avec l'ajout de l'Égypte, des Émirats Arabes, les pays membres qu'on crée les BRICS. Donc on a le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Le terme BRICS a été forgé en 2001 par Jim O'Neill, c'est un économiste de Goldman Sachs. En 2011, l'adhésion de l'Afrique du Sud donne l'acronyme BRICS avec un S, parce qu'avant c'était BRICS, c'était sans S. C'est à partir de 2011 qu'on a dit BRICS. Et là, vous allez me dire, mais c'est tout récent. En 2024, on a l'ajout de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, de l'Éthiopie et de l'Iran. Donc le groupe BRICS devient le groupe BRICS+. Et au début de 2025, l'Indonésie a rejoint le groupe. On a quand même un regroupement de pays. Certes, c'est des pays émergents, mais c'est des pays qui ont une forte croissance quant à présent, donc ça peut faire peur. Les 10 pays de BRICS+, représentent en janvier 2025 près de la moitié de la population mondiale, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, et 35% du produit intérieur brut, PIB. Donc c'est tout juste exponentiel, contre 44% dans les pays du G7. Donc en gros, pour l'instant, les G7 ont un PIB un peu plus important que les BRICS, mais pour moi, ça va fortement changer dans les années à venir. Au sein des groupes BRICS+, la devise utilisée pour les échanges internationaux est le yuan. C'est la monnaie chinoise. Les BRICS+ ont pour projet, et c'est là où ça va nous intéresser par rapport à l'or, de créer une monnaie commune à l'Alliance. Cette monnaie pourrait occasionner une chute significative du dollar américain. Jusque-là, la principale monnaie d'échange dans le monde. Et cette monnaie qu'ils veulent créer, les BRICS+, ils veulent l'indexer sur l'or. Donc là, on va expliquer pourquoi l'or, c'est devenu l'arme silencieuse des BRICS. Donc ce n'est pas une annonce, on a bien compris dans la vidéo, ce n'est pas un sommet spéculaire ou ce n'est pas une rupture officielle. C'est précisément pour cela que c'est puissant. Depuis plusieurs années, les BRICS accumulent de l'or. Mais en 2025, le rythme d'ampleur et la logique de ces achats ont changé. L'or n'est plus seulement une réserve, il est devenu un instrument stratégique utilisé sans bruit, sans provocation, sans déclaration frontale. Une stratégie qui ne cherche pas l'effet mais la durée. Les BRICS n'agissent pas comme les marchés occidentaux, ils ne les communiquent pas pour assurer, ils n'achètent pas pour envoyer un signal immédiat. Leur approche est patiente, cumulative, méthodique. Pour eux, l'or s'inscrit dans une logique de long terme, loin des cycles électro et des réactions à chaud. C'est précisément cette discrétion qui en fait une arme, elle n'alerte pas avant d'avoir produit sans effet. Mais alors quand l'effet va être produit, pour moi, ça va faire mal. Ça va même faire très mal. Donc ils servent de l'or comme levier, pas comme symbole en fait. Dans cette stratégie, en fait, si vous voulez, l'or n'est pas brandi. Il est stocké, consolidé, renforcé. C'est pour ça que son prix monte en flèche. Parce que ces pays des BRICS+, remplissent leur banque centrale d'or. À mesure que les équilibres monétaires se tendent, que la dette progresse et que les monnaies deviennent plus politiques, l'or offre aux BRICS un levier unique, un actif hors promesse, hors système, hors dépendance immédiate. Donc en gros, c'est pas un discours, pour eux c'est une position. Mais c'est une accélération qui va changer l'échelle. Parce que ce qui frappe en 2025,
Ce n'est pas l'existence de cette stratégie, mais son accélération. On a dit que ça avait augmenté de 50%, je sais pas si vous vous rendez compte, 50% en 2025. Pour comparer, on dit qu'en moyenne, le SP500 fait 10% par an. Ça, en fait, on nous rabâche à longueur de journée que la bourse a fait des plus hauts historiques, mais on parle très peu de l'or qui a forcément surpassé la bourse. Ça fait 2 fois plus que la bourse. On a un SP500 qui a fait à peu près 20% contre l'or qui fait 50%, c'est pas du tout comparable. Du coup, cette dynamique s'inscrit dans une trajectoire plus longue, déjà visible à travers les choix d'accumulation d'or. Donc les BRICS sont observés ces dernières années qui ont progressivement modifié l'équilibre monétaire mondial. Les achats ne révèlent plus la simple diversification, ils s'inscrivent désormais dans une logique de sécurisation monétaire face à un monde plus fragmenté. Mais pourquoi cette dynamique pèse déjà sur 2026 ? Parce que oui, mesdames et messieurs, nous sommes en 2026 et d'ailleurs, je tiens encore à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. Donc cette année, en 2026, il y a plusieurs lignes de structure et de fracture qui vont s'accentuer. La dollarisation contestée, système de paiement sous tension, souveraineté monétaire redistributée. Dans ce contexte, l'or offre aux BRICS une marge de manœuvre que peu d'actifs permettent. Il ne remplace pas les monnaies, il renforce la position de ceux qui la détiennent. Donc cette réalité ne fait plus la une des journaux, elle n'est pas en moins par contre déterminante. En gros, ça veut dire que on en parle beaucoup moins, mais ça peut faire beaucoup de bruit, voilà, tout simplement pour synthétiser. Et pour finir sur ce chapitre des BRICS, ce que cette arme silencieuse dit au monde à venir. En gros, l'or n'est pas utilisé pour provoquer, il est utilisé pour préparer. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Préparer un monde plus fragmenté, préparer des rapports de force moins visibles, préparer des équilibres où la crédibilité ne se décrète plus mais se construit. En 2025, les BRICS n'ont pas changé de discours, ils ont changé d'échelle. Tout ça pour dire qu'en gros, ils passent à l'action. Ils achètent, ils accumulent, ils tergiversent pas. Et c'est précisément ce qui rend leur stratégie si redoutable et efficace. Et là, enfin, on se retrouve dans le plus important de la vidéo. Maintenant qu'on a compris à quoi servait l'or, comment a été créé l'or et comment le système financier à l'heure d'aujourd'hui fonctionne avec l'or, on va regarder comment investir dans l'or. Donc en fait, il y a différentes manières d'investir. On va déjà commencer par les lingots. Donc il y a différents types de lingots. Il y a 7 différentes tailles de lingots. Donc on a le lingot de 1 kg, le lingot de 500 grammes, le lingot de 100 grammes, le lingot avec l'unité de mesure la plus connue dans le cadre de l'or, c'est le lingot d'une once, qui représente 28,35 grammes. Ensuite, on a le lingot de 10 grammes, le lingot de 5 grammes et le lingot de 1 gramme. Donc ça, c'est une façon où on peut investir dans les lingots. Donc soit on stocke chez soi, soit on stocke en banque. Après, forcément, il y a des frais qui vont varier en fonction du stockage, mais c'est 7 types de lingots qu'on peut trouver à l'heure d'aujourd'hui sur le marché. Maintenant, on va se diriger vers les pièces d'or. Donc c'est là que ça devient intéressant et un peu plus technique. Parce qu'en fait, il y a des conditions d'achat pour avoir des pièces d'or dites boursables. Donc déjà, il faut qu'elles soient faites après 1800 et qu'elle ait une portée minimum de 900 millièmes d'or. Ça, c'est 2 conditions sine qua non. Ensuite, il y a un système de primes. Les pièces boursables ont un système de primes. Par exemple, on prend le Napoléon, il peut avoir une prime de 3,69% à l'heure où je parle aujourd'hui. Donc, comment on fait pour calculer déjà la prime d'une pièce boursable ? Donc, c'est le prix de la pièce moins sa valeur en or divisé par sa valeur en or. Donc quand on dit sa valeur en or, on parle du poids et du prix par rapport au poids. Quand on a fait le prix de la pièce moins sa valeur en or divisé par sa valeur en or, on multiplie ça par 100. Par exemple, j'ai un Napoléon à 311,50 euros. Le cours de l'or actuellement par rapport à son poids est de 300,10 euros. Donc je divise par 300,10 euros et je multiplie par 100, ce qui me fait 3,69. Et ce 3,69 signifie que le Napoléon a une prime de 3,69% quand on prend cet exemple-là. Donc par rapport au cours de l'or, c'est une pièce qui vaut plus cher parce qu'en fait c'est la rareté de la pièce. Ça peut être d'autres pièces, ça peut être Marianne, il y a plein de pièces comme ça qui sont boursables. Par contre, niveau fiscalité dans l'or, ce qu'il faut savoir, c'est que soit on vend directement et on est imposé à 11,5% sur les bénéfices par rapport au prix d'achat, ou alors on peut faire un impôt sur la plus-value. Donc là, c'est un abattement de 5% tous les ans à partir de 3 ans. Donc ça va de 0%, vu qu'on fait un abattement de 5% par an et que c'est à partir de 3 ans, on en sera à 0% d'impôt sur la plus-value au bout de 22 ans. Donc ça, c'est quand même bon à savoir si vous comptez acheter des pièces d'or. Quand même, on est imposé sur la plus-value
mais si vous les stockez suffisamment longtemps, au bout de 22 ans par exemple, vous serez dédouané de cette imposition quant à présent, parce que les lois peuvent changer bien sûr. En sachant qu'il faut quand même prouver qu'on l'a acheté il y a 22 ans, donc soit une facture, soit un scellé, parce que pareil, quand on achète des pièces d'or, elles peuvent être mises sous scellé, datées, tout ça c'est un protocole. Les pièces à acheter, on peut avoir des Marianne, Coq 20 francs, Napoléon III, des pièces de ce genre-là. Ce sont les Napoléon avec effigie Coq ou Marianne de 1898 à 1914 par exemple, qui sont boursables. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant qu'on a parlé des lingots et qu'on a parlé des pièces, même si on n'est pas rentré en détail plus que ça dans les pièces parce que c'est quand même assez long et il y en a quand même pas mal, il y a une autre façon de l'acheter de l'or physique qui est encore peu démocratisée en France, c'est d'acheter des bijoux en or avec une pureté qui correspond à la recherche de tous les marchands d'or. Par exemple, on a pas mal de pubs à la télé qui nous proposent de racheter de l'or, notre or, et quand on fait des ventes aux enchères ou autres, il y a souvent des bijoux à vendre, et des fois, et oui, c'est étonnant, les prix vont être plus bas que quand on va le vendre à des marchands d'or qu'on peut trouver dans les communes. Donc, il y a ce système aussi là d'achat aux ventes aux enchères, de revente aux professionnels. Mais alors, faut savoir des choses. Bon, déjà, faut s'inscrire à une vente. Bon, les ventes aux enchères, on a des sites différents. Il y a pas mal de sites, hein. Vous trouverez par exemple des exemples sur Interenchères. Ça englobe toutes les maisons, tous les commissaires-priseurs. Si vous voulez acheter aux enchères, vous pouvez regarder, vous renseigner là-dessus. Ça peut être intéressant. Mais les ventes aux enchères appliquent généralement une commission sur le prix vente finale. Donc en fait, on a les commissions de commissaire-priseur et de son équipe. Donc ça peut considérablement varier, hein. D'une maison à l'autre, ça peut être entre 5 jusqu'à 30%. En sachant que quand on achète via Internet, donc je parle pas même pas de la livraison, hein, il y a souvent à peu près 3,60% de frais en plus quand on achète via Internet. Donc c'est quand même des frais à ne pas négliger, hein. Il faut vraiment se renseigner avant de faire ça. Des frais en plus qui peuvent inclure le transport ou l'expertise par exemple. Et là, la taxe, attention, la taxe des métaux précieux s'applique aux ventes dépassant les 5 000 euros. Donc les 11,5% s'appliquent si on dépasse les 5 000 euros de valeur. Là, on parle pas de pièces, attention, hein. On parle des bijoux en or. Voilà. Faut pas dépasser les 5 000 euros. Vendre aux enchères offre une visibilité unique, mais peut aussi s'impliquer des délais et des incertitudes sur le prix final. Donc voilà, ça c'est une autre hypothèse pour acheter de l'or. On peut acheter des bijoux. Faut pas dépasser 5 000 euros parce que sinon on va payer 11,5% de frais en plus, soit à la vente, soit à l'achat. Et il faut vraiment se renseigner sur les frais de commissaire-priseur, les frais de transport, les frais Internet, parce que là, je vous dis 3,60%, parce qu'en général, c'est à peu près 3% sur Internet. Donc voilà, ça, c'est à vous. Ça, c'est à vous de vous renseigner aussi. Donc c'était juste pour vous dire qu'il y a aussi cette solution-là, faire de l'achat-revente d'or, c'est une hypothèse. Ou même acheter, stocker et revendre quand le cours monte, parce que les marchands qui rachètent l'or, ils sont indexés sur le cours de l'or. Donc si ça fluctue, vous pouvez vendre, vous vendez par palier. En plus, vous vendez à chaque fois moins de 5 000 euros, ça vous évite d'avoir la fiscalité de vente directe. Maintenant qu'on a vu tout ce qui est or physique, donc pièces, lingots, bijoux, on va passer à ce qu'on appelle l'or papier. L'or papier, c'est quoi? C'est tout simplement l'or en bourse. Donc là, il y a deux façons, on va dire. Soit on achète des entreprises minières, donc qui font du forage, de l'extraction d'or, etc. Soit on achète ce qu'on appelle un ETF. Un ETF, par exemple, sur le gold, c'est ce qui va reproduire le cours de l'or, mais version papier, donc version écran. C'est juste qu'on investit sur le cours de l'or. On n'a pas d'or physique, mais on a acheté quelque chose qui est basé sur le cours de l'or. En gros, c'est ça. Donc là, par exemple, on peut retrouver, par contre, c'est que sur compte titre, les ETF qui sont juste sur le gold, sur l'or, ne sont disponibles que sur compte titre. Sur PEA, ça n'existe pas pour l'instant. Donc là, le meilleur ETF que j'ai pu trouver selon mes recherches pour être exposé directement à l'or, c'est l'Amundi Physical Gold ETC. Donc je vous mets son code juste à l'écran là si ça vous intéresse. C'est une réplication physique de l'or, donc ça trace par rapport au coût de l'or. Et les frais sont très légers, c'est des frais de environ 0,12%. Du coup les avantages, ça suit très bien le prix de l'or. C'est très liquide et répandu sur le marché français européen. Et du coup, comme je vous l'ai dit, c'est très faible en frais de gestion. C'est l'un des meilleurs ETF ou ETC d'or physique disponible sur le compte titre à l'heure d'aujourd'hui. Après, on a des alternatives. On a le eSharp Physical Gold. Donc là, je vous mets aussi le code là à l'écran. Et le Wisdom 3 Core Physical Gold. Désolé pour mon accent horrible. Donc tous ceux-là suivent l'évolution du cours de l'or sans levier. Donc moi, je préfère faire sans levier parce que on ne sait jamais. Et je peux vous en mettre un aussi là à l'écran, un ETF, si ça vous intéresse, on va en parler juste après. On peut parler d'un ETF à effet de levier sur le gold aussi. On verra ça après. Donc pourquoi sur le compte titre et pas sur le PEA? Tout simplement que le cours de l'or ne sont pas éligibles au PEA parce qu'ils ne respectent pas les règles européennes du PEA. Donc c'est-à-dire 75% d'actions européennes. Tout simplement.
Par contre, sur PEA, si on veut investir sur l'or, on peut acheter un ETF matière première. Donc si on a un ETF, par exemple, dit ETF minière, donc c'est action des entreprises qui extraient l'or, ça c'est ce que je vous ai dit. C'est exposition indirecte au mouvement de l'or parce que ça reproduit pas le schéma du cours de l'or, mais si l'or monte, ça va monter. Après, c'est plus risqué et volatile que l'or physique ou l'or papier. Donc là, on a le iShares Gold Producer, donc là, je vous le mets. Donc là, c'est actions de société qui produisent de l'or du coup. Et du coup, on est exposé au secteur lié à l'industrie aurifère. On n'est pas exposé au cours de l'or, on est exposé au secteur de production d'or. C'est différent quand même. Donc le profit va dépendre du business, des sociétés et pas que du cours du métal. C'est bien ce que je vous disais. Donc maintenant qu'on a vu pièces, lingots, bijoux, on a vu les ETF qui repliquent le cours de l'or, les ETF avec effet de levier. Maintenant, on va voir ETF et actions minières qui sont importantes par rapport au cours de l'or. Donc là, je vais vous mettre d'abord à l'écran les ETF minières aurifères. Donc on a le iShares Gold Producteur. Donc attention, frais 0,55%. Et là, on a une exposition indirecte à l'or parce que c'est via des sociétés minières. Donc on a une volatilité plus forte que l'or physique. Ensuite, on peut avoir Van Eck Gold Miner. Donc là, c'est très répandu avec une bonne liquidité. Ça suit un indice mondial de producteurs d'or. Et là, on a des frais de 0,53%. Donc là, à chaque fois que je vous dis une société ou un ETF, je vous mets le code, vous pouvez voir sur l'image, ça se mettra automatiquement. Et on a une option PEA, donc on n'a pas d'ETF à proprement parler, on a dit qu'on n'en avait pas pour le gold parce que c'était pas possible. On a une solution, c'est un ETF qui s'appelle le Lyxor Stocks Europe 600 Basic Resources. Donc là, en fait, ça englobe certaines sociétés minières européennes. Et du coup, on a une exposition plus large aux matières premières. Donc, on n'est pas sur de l'orifère ni de l'or, on est sur les matières premières. Donc là, le cours est beaucoup moins intéressant. En fait, sur PEA, on peut pas investir dans l'or. Malheureusement, c'est pas prévu à cet effet quant à présent. Si on veut parler d'actions à proprement dit parler pour investir dans l'or sans acheter forcément un ETF, donc on peut acheter dans des producteurs d'or majeurs. Donc on a Barrick Gold, donc ça c'est au Canada, et aux USA c'est une énorme capitalisation. Après on a Newmont, donc pareil c'est aux USA, c'est un des plus gros producteurs mondiaux. Après on a Agnico Eagle Mine, donc ça c'est au Canada, solide et diversifié. Et on peut avoir aussi Kinross Gold, donc toujours au Canada, avec des producteurs et moyens un peu plus risqués. On peut faire une vidéo sur l'analyse de toutes ces sociétés si ça vous intéresse, faut pas hésiter à me le dire en commentaire. Ensuite, en sociétés minières européennes qui sont possiblement disponibles sur PEA, ça dépend pareil de votre courtier. On a Eurasia Mining, donc c'est une petite capitalisation quand même. Et Boliden AB. Donc là, c'est en Suède et c'est le cuivre plus l'or. Donc à voir, je vous dis, si c'est disponible sur votre PEA, ça dépend pareil de votre courtier. Donc là, on a expliqué les ETF miniers, les entreprises minières. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à voir pour investir dans l'or? On en revient toujours. Là, la vidéo, c'est vraiment pour l'or. Donc on a des solutions. On a aussi les assurances vie. Donc on a, par exemple, là je vous en ai pris deux, on a un certificat 100% or, donc c'est en unité de compte, donc là le code paraît toujours à l'écran, là c'est émis par BNP Paribas. Donc c'est via certains contrats d'assurance vie, et ça en gros ça réplique le cours de l'or en tant que certificat, donc c'est lié à l'évolution réelle du métal. Là par exemple en France c'est possible quand même d'en avoir, mais il n'y a pas de garantie de capital, donc sa valeur fluctue selon le marché. Donc en gros on a une exposition directe à l'or en unité de compte dans certains contrats d'assurance vie. Ça c'est un type de support qui peut être intéressant si vous voulez avoir le prix de l'or dans ton assurance vie, donc dans votre assurance vie, sans acheter le métal physique. Donc au lieu de l'avoir sur un compte titre, on peut l'avoir sur une assurance vie. Ça, après c'est une question d'imposition, c'est voilà. Si vous voulez pas payer la flat tax avec le compte titre, ça dépend de chacun, de son patrimoine, etc. Ça, c'est à vous de voir. Après, on peut avoir un fonds orienté mine d'or ou matières premières. Ça aussi, c'est possible en assurance vie. Donc, par exemple, dans certains contrats, selon les assureurs, pareil, c'est toujours selon les assurances. Hein. Donc là, on a le CPR Invest Global Gold Mine Europe. Donc, c'est un support d'actions minières liées à l'or. Donc, via une unité via UC. Ensuite, on peut aussi avoir des fonds en assurance vie qui s'orientent côté minière et matières premières, comme pour les ETF, c'est exactement pareil. Là, par exemple, on a le CPR Invest Global Gold Mine. Donc, en gros, ce n'est pas le métal physique, mais c'est une exposition
indirecte via les sociétés qui extraient l'or. C'est exactement pareil que les ETF. Ça, c'est parfois disponible dans certains contrats et bien fourni. Donc en gros, pour incorporer ces unités de compte liées à l'or dans une assurance vie, il faut vérifier que ton contrat propose des supports orientés or ou matières premières. Donc ça, c'est spécifique. Il faut vraiment regarder en fonction des assurances vie. C'est complètement spécifique. Et enfin, il y a encore une autre manière d'investir dans l'or. Ça, c'est très récent. C'est des tokens. Donc c'est dans la crypto-monnaie. Et oui, ça peut faire peur, mais il y a des cryptos qui sont indexés sur le cours de l'or. Donc, en gros, c'est des cryptos qui sont indexés sur le cours de l'or, comme je vous disais, qui sont stockés en coffre. Et chaque token représente une quantité d'or réelle. Par exemple, on a le Pax Gold, donc c'est PAXG. Et en gros, chaque token, ça représente une once d'or physique qui est stockée dans des vaults accrédités LBMA. Donc ça, c'est réputé pour sa transparence et son cadre réglementaire qui est robuste, et on peut parfois l'échanger contre de l'or physique et réel. Ça peut être un bon choix si vous voulez une exposition digitale très proche du cours spot de l'or, avec une solide réputation institutionnelle. Mais c'est encore, c'est pas encore trop démocratisé et tout, donc ça reste un peu vague, c'est pas très connu. On a aussi le Tether Gold, donc XAUT. Pareil, chaque token, ça représente une once d'or. Pour rappel, une once, c'est 28,35 grammes, qui est détenue dans des vaults suisses, toujours dans des banques suisses. Donc là, c'est très liquide, souvent disponible sur de nombreuses plateformes de trading. Et ça suit de très près, le prix réel de l'or spot, c'est toujours pareil. Donc c'est option populaire si tu veux t'exposer aussi à l'or via les cryptos, sans passer par un ETF, par exemple, un ETF, un certificat classique. Alors là, après, il faut regarder les frais, pareil, de courtier au niveau des cryptos, parce qu'on n'a pas de frais à proprement dit de parler de stockage. Il faut regarder quand même les frais de transaction. Donc en gros, on a résumé là. On sait qu'on peut acheter des pièces, des lingots, des bijoux. On peut investir dans des ETF, donc d'or physique, entre guillemets, en gros, ça représente le cours physique de l'or, ou des ETF minières. On a pareil pour les assurances vie. On a des entreprises aussi minières qu'on peut acheter indépendamment, et on peut acheter des tokens de l'or. Donc là, en fait, on a vraiment regardé tout ce qui était possible et imaginable pour acheter de l'or. Après, niveau imposition, donc on a regardé, on est plus soumis à l'imposition après 22 ans de stockage de pièces, lingots ou autres d'or chez soi. L'ETF, donc si on vend, vu qu'on a regardé qu'on ne l'a pas sur PEA, on ne peut pas profiter des 17,2% d'imposition qui est la CSG. Du coup, on sera obligé de payer la flat tax. Donc la flat tax, pour rappel, c'est 30% de vos bénéfices. Donc là, quand on compare un ETF par rapport à un lingot d'or, même si le lingot, on décide de le vendre immédiatement, on paiera moins d'impôts en vendant un lingot que en vendant un ETF. Par contre, c'est plus compliqué de vendre un lingot. Si on passe par un commissaire-priseur, il y aura les frais de commissaire-priseur. Donc, faut peser le pour et le contre. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Après, il y a un stress aussi de garder ça chez soi. On peut le garder en banque, mais on paiera des frais bancaires. Les minières, donc pareil, tout est pratiquement concentré sur compte titre, donc c'est compliqué de trouver sur PEA. On a l'ETF matière première, mais quand on regarde la fluctuation du cours par rapport au prix de l'or, l'ETF il sous-performe largement le cours de l'or. Les assurances vie, il faut vraiment voir donc avec vos assureurs, et le token, c'est pareil, on peut pas trouver sur toutes les plateformes de crypto-monnaie par exemple. Donc juste pour faire une petite aparté pour le mot de la fin, il y a Charles Le Gave, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand économiste et il est aussi sur YouTube en France. Lui il considère qu'en gros les actions, c'est les moteurs de croissance à long terme. Et pour lui, l'or, c'est comme un actif crucial dans certains cycles économiques, surtout quand en gros les actions deviennent chères. Donc là actuellement les PER sont exponentiels des actions par rapport à l'or. Donc là c'est le cas. Quand la confiance dans les monnaies baisse, c'est aussi le cas. Et quand l'incertitude macroéconomique augmente. Donc là en fait on a tous les critères qui en gros vous l'aurez compris, si vous voulez un patrimoine diversifié et sécurisé, l'or c'est pas une option, mais actuellement ça serait presque une obligation en fait. Voilà. Je veux juste vous faire prendre conscience de ça. Pour moi c'est très important d'en avoir, et je pense même augmenter un peu mon patrimoine en tant qu'or. Je vais prendre de l'or papier. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à commenter, partager ces vidéos et liker, ça fait toujours un peu de force. On essaye de faire des vidéos constructives, intéressantes, et si ça vous apporte de la connaissance, tant mieux. Si on peut échanger, même si vous avez d'autres idées ou débattre par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, c'est fait pour ça le débat, pour s'enrichir culturellement aussi, c'est très important. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.